le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasm, le podcast présenté par Eros et compagnie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée de feu, femme de multiples talents, Vanessa Duchel. Bonjour! Yeah! Salut! Comment ça va? Bien, vous autres? Ben, full bien. On est tellement contents de t'avoir. On voulait full te jaser ça aujourd'hui. Fait que merci d'avoir accepté. Ben, merci à vous. Je vais vous avouer qu'au début, je croyais que votre nom de podcast était Rainbow No Orgasm. Fait que j'étais comme, pourquoi? Je voulais vous demander pourquoi, mais là, tu l'as dit, maintenant, c'est clair. Rainbows No Orgasm. Ouais, c'est la c'est fille ça. comme... J'étais comme, OK, mais ça se pourrait qu'il y aurait une signification derrière ça, je ne sais pas, mais maintenant, c'est clair, merci. Ça fait plus de sens. And oui. orgasms, voilà. Donc, Geneviève, est-ce que tu voudrais introduire le sujet du jour? Ben oui. Donc, aujourd'hui, on a décidé d'aborder le sujet de la hiérarchie d'oppression, plus principalement en relation avec la communauté LGBTQ. Marie m'a dit que ça faisait pas super longtemps que toi, tu étais out, et puis que, justement, que tu as annoncé au monde publiquement que tu faisais donc partie de la communauté. Donc, en fait, on voulait savoir si toi, depuis ton coming out, si tu as vécu de l'oppression quelconque sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, si tu as eu même des événements en live qui a fait en sorte que c'était très clairement par rapport à ton orientation sexuelle. Donc, c'est ça. Ben moi, ça fait vraiment longtemps que je fais partie de la communauté parce que je suis tout le temps au cœur de la communauté. Tous mes amis sont gays, donc ça fait au moins 15 ans là, que je suis là-dedans. Fait que j'ai jamais eu peur de parler de mes préférences, de parler de mon orientation du moment ou de mes attirances. J'ai jamais eu peur de ça. J'avais peur, en fait, c'était plus confrontant avec moi-même qu'avec les autres. Les autres, ils me disaient « Ah, Vanessa, t'as été avec une fille, vous étiez avec une fille. » Là, puis j'étais comme « Non, pas besoin. » Mais n'importe qui m'aurait dit je suis lesbienne ou j'aime les femmes ou peu importe l'orientation, j'aurais été super ouverte à ça, mais moi, j'étais pas prête au début, j'étais vraiment en confrontation avec moi-même. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que j'ai une confiance en moi qui est genre inébranlable. Là. Quand ils me regardent, ils sont comme cette fille-là, elle a fucking confiance. Fait que quand je l'ai dit, il y a personne qui a osé me dire quoi que ce soit parce que je suis arrivée puis je l'ai rentré dans la gorge. J'ai fait j'ai une blonde, by the way, c'est ma blonde, tu sais. Fait que ça n'a jamais été comme faut que je vous dise de quoi, je pense que j'aime une fille. J'ai jamais fait ça. J'étais arrivée à mes parents, j'ai rencontré une fille, c'est ma blonde. Puis mes parents ont fait comme OK. Mes parents ont super été ouverts à ça, puis en même temps, je pense qu'ils se posaient un peu la question, tu sais. Je ramenais personne à la maison, j'ai ramené 2 gars en 31 ans d'existence, là, fait que c'est sûr qu'eux autres, ils se posaient des petites questions, fait que ça les a pas surpris. Mes amis, c'est tous les gens de la communauté, je sais même pas si j'ai du monde hétéro dans mon entourage. Fait que mes amis n'ont jamais fait de saut non plus, fait qu'ils étaient super contents même. Fait que j'ai pas vécu ça. Puis mes parents m'ont pas posé de questions non plus, fait que je suis en train de chercher si j'ai pas vécu... je pense que mon plus gros problème à moi, là, où est-ce que je me suis fait plus pointer du doigt puis écœurer, mettons, c'est mon apparence physique. Ça n'a jamais été mon orientation ni le fait que je sois métisse. C'est vraiment mon poids qui a causé le problème. Puis normalement, je sais que ça peut être plus difficile pour des gens que d'autres. Là, je ne veux pas non plus banaliser. Je sais que c'est difficile de faire un coming out puis qu'il y a des gens que leurs proches ils vont s'éloigner, des trucs comme ça, mais moi, je l'ai eu facile puis je suis vraiment reconnaissante de ça. Mais c'est intéressant justement que tu parles de ça parce que, tu sais, on parlait justement d'hiérarchie d'oppression. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ici au Canada, par exemple, surtout quand on vit dans une métropole ou dans un endroit justement comme dans les arts où justement comme être queer, c'est quasiment la norme. Mais c'est sûr qu'on l'a vraiment plus facile en faisant notre coming out que quelqu'un qui vit en Arabie Saoudite. Là, mon Dieu, on est vraiment chanceux, on est privilégiés en tabarouette. Ouais. Mais il y en a qui le vivent rough. Je sais très bien que moi, quand j'étais prof de chant, il y avait un élève que... Lui, il me disait qu'il aimait les garçons, puis il avait quoi, 11 ans, 12 ans, il aimait les garçons, puis qu'il avait peur, parce qu'il avait entendu ses parents dire, pointer du doigt des gens, puis dire ça, c'est une tapette, non, puis il savait que ses parents étaient comme plus ou moins à l'aise. Puis quand tu as 11-12 ans, puis tu es déjà conscient de ça, en tout cas, je sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui est devenu, mais j'espère qu'il a été capable de s'affranchir, puis de dire, puis de pas subir les répercussions négatives aussi de ça. Tu sais, c'est tough quand tu sais que les personnes que tu aimes le plus au monde sont contre ce que t'es. Puis en même temps, tu sais, moi, j'ai déjà vu une fille il y a une couple d'années qu'elle était musulmane, fait qu'elle était comme...
je peux pas lever vos grands jours parce que la journée que je vais le dire, je sais que mes parents vont me renier puis je pourrai plus jamais leur parler, tu sais. Imagine, c'est tellement triste, là. Ben c'est ça, mais c'est loin, c'est à 1000 lieues de ma réalité, là. 1000 lieues. Fait que moi, j'étais là, ben voyons donc, c'est impossible, tu restes la même personne. T'as 26 ans, genre, tu le sais, là, que tes parents, ça fait 25 qu'ils te connaissent, ils savent qui t'es, ça va pas changer du jour au lendemain, ça fait pas 2 mois que t'es lesbienne, là, t'as toujours été lesbienne. Dans ta tête, fait que tu vas rester la même personne, tu vas pas commencer à te promener en criant au monde entier, ben peut-être, puis si tu le fais, tant mieux, là, mais tes parents, ils ont pas lieu de plus t'aimer, puis ils étaient comme, non, tu comprends pas, puis c'est vrai que je comprends pas, tu sais. Oui, tu le vois tellement dans le clash des cultures, puis même Canada, États-Unis, parce que mon ex, elle vient des États-Unis, puis je te dirais que j'ai tellement plus vécu de discrimination à LA, genre. Ah ouais? Ouais, même si on pense que c'est full... Artistique, comme, moi, ouais, je voyais, exactement. c'est ça. Mais comme non, c'est quand même arrivé quelques fois, mettons, que genre... mettons, des gens passent en char « lesbians » ou genre, ouais, ou comme « ah, qui mange qui ?» Tu sais, des commentaires que t'es comme, que j'ai rarement entendus juste à Montréal, tu sais. Fait que tu dis « my God, c'est quand même le pays voisin », puis déjà là, il y a quand même une différence, fait que c'est fou, C'est avec ben, les autres cultures. On l'a vécu, c'est vrai, je l'ai vécu dernièrement, il y a une fille qui a commencé, ben je dis que c'est une fille, je sais pas si c'est une fille, parce que c'est, en tout cas, c'est quelqu'un sur Instagram, là, a commencé à me harceler, puis tout ça, mais c'était par rapport à mon poids à la base. Sauf que là, un moment donné, tu sais, je réagissais pas, fait qu'elle a commencé à impliquer ma blonde là-dedans. Fait que elle a comme posté une photo de nous deux, puis elle avait comme écrit une caption de hate. Elle disait qui mange qui, ça me lève le cœur, sont dégueulasses, lesbos, nanana, je sais pas quoi. Puis là, j'étais là, ben, ça m'a rien fait parce que cette personne-là est clairement pas bien, mais je me dis que moi, j'ai vécu une infime partie que ce que quelqu'un peut vivre à tous les jours, tu sais. Puis il y a des gens qui sont tellement inspirants de l'assumer pleinement malgré tout ça, parce que c'est pas facile de l'assumer, mais c'est encore plus difficile quand il y a des gens qui sont contre toi quotidiennement puis qui te le font savoir. Tu sais, moi, ça me rend complètement folle de penser comme, mettons, Karl Hardy, lui, il animait l'Instant Gagnant, vous le connaissez? Puis, tu sais, lui, il est vraiment out, là, il est super gay, là, puis il l'assume fois 100. Puis quand il animait l'Instant Gagnant, les gens appelaient pour le traiter de fif, puis de tapette, puis en ligne, puis lui, il fallait qu'il raccroche, là, puis il était là, « OK, on va couper l'appel, next! » Puis là, il continuait comme si rien n'était, puis quand j'ai eu dernièrement l'incitation suicide de la stalker, genre, Carl était comme, moi, je connais tellement ça, je l'ai vécu à tous les jours pendant des années, puis il a continué d'être aussi gay qu'il est, puis aussi bien avec son homosexualité. Puis ça, c'est inspirant, voir des gens comme ça, mais tu sais, évidemment, il n'aurait peut-être pas pu vivre ça dans d'autres pays, tu sais, mais on a la chance de pouvoir se foutre des haters ici parce qu'on sait qu'en bout de ligne, il n'y a pas tant de chances qu'on en subisse des extrêmes conséquences. Il y en a aussi ici qui vivent des grosses conséquences, là. Mais je trouve ça justement intéressant que tu apportes ce point-là parce que, tu sais, il y a énormément de gens, mettons straight ou peu importe, qui font pas partie de la communauté LGBTQ, qui vont être comme, mais pourquoi vous avez besoin de Pride? Comme, tu sais, vous l'avez vos droits, là, vous l'avez, là, vos trucs. Non, tu sais, je suis quand même bannie de 72 pays, là, sous peine de mort. Donc, non, tu sais, comme, c'est du moment que il y a qu'on est encore oppressé, les amis autres queer dans d'autres pays, tout ça, c'est pour eux, là, c'est comme en 2016, le mariage gay a été légalisé aux États-Unis. Aux États-Unis, là. Tu sais, comme en 2015, on ne fait pas se marier. C'est comme tu sais, oui, on a fait énormément de progrès en tant que société quand ça vient à la communauté LGBTQ, mais il y a encore énormément de chemin à faire. Puis j'ai comme l'impression que les gens qui sont pas exposés justement à ces problèmes-là, ben ils comprennent pas que Pride, mais ça a commencé justement avec des riots. C'est pas nécessairement juste une parade. Tu sais, oui, c'est Pride, c'est fierté, c'est comme on est fiers de qui on est, on veut montrer qui on est, mais c'est aussi pour se rappeler de comme qu'est-ce qui était il y a pas si longtemps. Là. Oui, puis c'est aussi, je pense, important d'habituer l'œil à la diversité. On a différents marqueurs de diversité. Tout le monde, tu sais, OK, moi, mettons, je suis grosse, lesbienne, puis mon père est noir, tu sais. J'ai le privilège d'être blanche. Fait que, mettons, je suis grosse, j'étais avec une femme, et je suis une femme aussi, tu sais. J'ai la chance de vivre tout ça en étant blanche,
mais il y a des gens, tu sais, quand même, qui sont gays et noirs, tu sais, qui sont femmes, lesbiennes, noires, qui ont beaucoup de marqueurs de diversité, qui sont vraiment plus opprimés. On est vraiment chanceuse de vivre. Ce que je veux dire, c'est qu'on est chanceuse de vivre notre différence avec nos privilèges. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On a des privilèges dans notre oppression. Si on veut dire, il y en a tellement qui sont... Puis justement, la hiérarchie d'oppression dans la communauté aussi, ça existe vraiment parce que souvent, on pense à l'oppression. On pense que, mettons, on va juste se faire écœurer par comme les hétérosexuels, mais dans la communauté itself, ça arrive aussi. C'est juste si on pense aux bisexuels, c'est probablement l'orientation sexuelle qui se fait le plus taper dessus parce que non seulement ils sont pas acceptés par beaucoup de gays, ils sont pas acceptés aussi par plusieurs hétérosexuels qui sont comme, ben là, c'est pas vrai, choisis un camp, voyons. Tu sais, ils enlèvent vraiment comme le fait que c'est legit là, comme orientation sexuelle. Mais c'est triste. Même en tant que femmes blanches qui sont feminine presenting, qui se présentent très féminines, moi, je sais que j'ai énormément de privilèges versus une femme noire stud. Tu sais, comme de base, elle se présente beaucoup plus masculine. Elle est noire. Elle a déjà moins de privilèges que moi, parce que moi, j'ai le privilège de me promener dans la rue et personne ne va savoir que je suis gay. Et je suis blanche. Donc, c'est sûr que moi, j'ai tellement plus de privilèges qu'une femme noire on a la même orientation sexuelle, mais parce que moi, je suis féminine dans la manière que je me présente, mais je sais que j'ai beaucoup plus de privilèges. Et je pense que c'est important de reconnaître son privilège à même la communauté, parce que c'est vraiment facile to use the oppression card, de faire comme « Ah non, mais je suis oppressée, je suis aussi oppressée que toi. » Non, parce que une femme noire, I've never walked in her shoes. J'ai jamais marché dans ses souliers. Je sais pas qu'est-ce qu'elle vit dans le quotidien. Puis je pense qu'il y a un target énorme, justement, sur le fait que c'est une femme noire, c'est une femme qui est masculine, tout ça. Donc, c'est sûr que moi, je sais que j'ai beaucoup plus de privilèges et c'est vraiment important pour les gens qui ont plus de privilèges à même une communauté oppressée de reconnaître son privilège. D'ailleurs, c'est une femme noire qui a inventé le terme intersectionnalité. C'est vrai. En 89, moi, j'ai appris ça récemment. Je voulais me préparer un peu. Mais ça m'a vraiment fascinée parce que, tu sais, j'avais jamais pensé à ça, qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient... j'arrêtais pas d'utiliser ce mot-là, mais des marqueurs de diversité. Il y a plusieurs personnes qui sont plusieurs choses en même temps, puis c'est ça des affaires qui subissent de l'oppression. Puis c'est ça, puis pour revenir tantôt à la visibilité, à la Pride et tout, je pense que c'est important d'habituer l'œil, que ce soit à la grosseur, que ce soit à la couleur de peau, que ce soit à la diversité de genre, d'orientation, peu importe. C'est important d'habituer l'œil à ça, qu'on en voit plus à la télévision, les Pride, moi j'en prendrais 3 par année. Tu sais, juste pour que les gens, ça devienne pas juste un spectacle, mais que les gens fassent comme OK, ouais, c'est ça, la diversité, puis c'est beau. Parce qu'à un moment donné, plus c'est rare, moins on s'habitue rapidement, puis moins on s'habitue rapidement, plus on oublie aussi. Puis à chaque année, c'est comme si c'était un nouveau spectacle, puis le monde pointait du doigt les gays qui se promènent. Mais je pense que si il y en avait plus, les gens prendraient plus ça comme... C'est ça, comme un spectacle de paillettes, là, tu sais. Ouais, mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi, je me souviens, ça m'avait vraiment frappée parce que lorsque j'étais plus jeune, moi, je viens d'Ottawa, et puis ma mère, elle venait me déposer à la gare centrale ici à Montréal, et puis il y a eu une année où, tu sais, je me souviens plus j'avais quel âge, mais j'étais assez jeune, et puis ça a donné que c'était durant Pride, puis ma mère qui... Tu sais, à ce jour, se dit quand même assez ouverte d'esprit. Elle était comme, oh, c'est les gays, c'est les parades de gays, blablabla. Puis maintenant, elle a une fille lesbienne. Puis maintenant, à ce jour, mais c'est clair qu'elle regrette toutes les choses qu'elle a dit. Mais c'est quand même intéressant à voir. Puis les gens peuvent changer, c'est sûr. Tu sais, ma mère, justement, comme il y avait énormément d'homophobie, I guess, internalisée. Parce que, justement, comme lorsque moi, j'ai fait mon coming out, mais elle s'est comme rendue compte comme, ah, OK, ouais, j'ai une fille lesbienne, on s'entend que faut que je sois ouverte d'esprit, faut que je comprenne un peu la réalité. Et puis les commentaires d'avant qui étaient comme homophobes sans même vraiment se rendre compte que c'était homophobe. Mais ça passe plus. C'est juste des petites bombes, là, les gays. Ouais. C'est les gays. Oui, mais surtout chez les anciennes générations. Tu sais, veux pas, c'est quand même leur éducation. Fait qu'il y a une partie de moi qui est comme, on peut pas les blâmer, mais il faut qu'il y ait quand même l'ouverture à vouloir écouter puis changer aussi. Mais tu sais, c'est normal que quelqu'un qui est né en 1960 ait pas la même éducation que quelqu'un né en 1990. Il y a un méchant clash. Là. J'ai vécu une affaire il y a 2 ans avec une personne que je croyais femme.
Au départ, c'est une soirée, tu sais, un petit peu arrosé, puis là, cette personne-là commence à faire du rap. Puis là, je fais « Ah, t'as-tu vu? Il y a une nouvelle humoriste, une femme qui fait... » Ben, pas une femme, il y a une nouvelle humoriste qui fait du rap. Tu iras voir, elle aussi, ça commence, tu sais. Et là, elle me dit « Pourquoi tu me compares à elle? » Puis là, je dis « Ben, je sais pas. Elle est nouvelle, elle aussi, elle commence dans le rap. » Puis là, la personne me dit « Pourquoi t'assumes? Pourquoi tu me compares à une femme? Pourquoi t'assumes que je suis une femme? » Puis là, j'étais là, ah ben mon Dieu, je sais pas, je suis vraiment désolée, je l'ai pas assumé ton genre. Je sais pas, comment tu veux que je sais quoi tes pronoms, comment tu veux que je t'appelle. Puis là, elle commence à me dire, c'est ça, parce qu'elle avait comme, moi j'avais 28 ans peut-être à ce moment-là, 23, 29 ans, ouais. Puis elle va avoir 25, mettons. Puis elle est comme, c'est ça, vous, les plus vieux, vous êtes pas ouverts, pas en tout, vous comprenez rien. Puis là, j'étais là, ben, je suis dans l'ouverture, je reconnais que je me suis trompée. J'étais peut-être mégenrée. Là, je veux juste que tu m'expliques. Il y a une couple d'années, les pronoms, c'était, même s'il y en a qui le vivaient, c'était pas trendy, là. Il y a personne qui demandait les pronoms de personne, à part des gens qui se faisaient mégenrer, qui précisaient leur genre. Puis là, moi, j'étais là, ben, je sais pas quoi te dire, je suis vraiment désolée, comment tu veux que je t'appelle, blablabla. Je me sentais super mal, je voulais pas jouer la victime non plus, j'étais pas victime là-dedans. C'était elle qui était victime, vu que je l'avais mégenrée, fait que je voulais pas non plus apporter le spotlight sur moi qui disait je suis désolée, tu sais, pour me réconforter. Puis là, mais elle continuait, cette personne-là, je veux dire. Puis elle continuait à me dire que j'étais pas correcte dans mon affaire, mais je pense que il faut quand même si les gens qui sont opprimés, qui vivent de l'oppression, ben, il faut aussi essayer d'aider les gens qui veulent. Il y a des gens qui veulent pas, t'as pas d'affaire à éduquer tout le monde, c'est pas ça que je veux dire. Sauf que s'il y a des gens qui te posent des questions, qui veulent vraiment, il faut les aider. C'est le moment, là, c'est le moment qu'on peut parler. Enfin, on peut parler. Fait qu'utilisons vraiment cette voie-là pour aider les gens qui veulent. Je veux pas qu'on s'acharne nécessairement sur les gens qui veulent pas, comme je disais, les vieux, les vieux qui veulent à rien savoir, puis comme les vieux qu'on parle de végétarisme avec des personnes qui ont 60 ans, là, t'es comme, ben voyons, toujours manger de la viande, puis regarde aujourd'hui, puis ils en foutent, là, complètement. Il y en a qui sont verts, par contre, tu sais, c'est une infime partie, mais il y en a qui sont verts. Fait que je pense que quand on est témoin d'ouverture, il faut saisir la brèche, puis essayer d'éduquer les gens là-dedans, parce que ces gens-là, après ça, ils vont pouvoir aller au travail puis dire à leur partner, coworkers de faire « Hey, non, mais ma fille, elle m'a dit ça » ou « L'amie de ma fille, nanana, m'a parlé de ça. » Ça ouvre, même si les gens, ils changent pas tout de suite, ça ouvre des horizons. Puis il y a des gens que ça pique leur curiosité puis qui vont aller s'éduquer. Fait que je pense qu'on ne perd rien d'essayer d'éduquer quand même les vieux sans s'acharner. Bon, mais surprise, la gang, ça paraît que c'est notre premier podcast. On a toujours des petits problèmes techniques, donc notre micro avait comme plus de batterie, fait que je viens de courir ma vie pour aller chercher des batteries. Fait que là, on est de retour, fait que ça a coupé à un endroit qu'on se rappelle plus vraiment. Fait Mercury retrograde. Exactement. C'est pour ça que vous voyez que Marie sue un peu en ce C'est moment. Là. Si la petite goutte au front, tout est normal. Parce qu'il fait 31 degrés et t'as couru avec ton costard dehors. Oh my God, je suis complètement à bout. Les behind the scenes, hein, c'est quelque chose. Ouais. On parlait justement que c'était important, Pride, parce que la visibilité, justement, montrer à des gens qui sont pas nécessairement exposés aux orientations sexuelles qui existent, ou même à... Peu importe, genre des gens qui font partie de cette communauté assez marginalisée. Puis aussi... Oh, excuse-moi. Non, vas-y. Mais enfin, je vais pas te couper, mais je sais exactement ce que j'ai fait. Mais je voulais aussi dire que dans la Pride, c'est surprenant à quel point ça peut aussi déconstruire des préjugés, parce qu'il y a plein de gens qui vont assister à la Pride qui sont de la communauté et qui n'ont pas l'air de préjugés, qui ont pas nécessairement, comme des vieux disent souvent, des plumes dans le cul, qui ont pas des paillettes, qui ont pas les gros drapeaux. Il y en a qui sont plus discrets puis qui sont pas qui sont pas préjugés, en fait. Là. Fait que je pense que ça peut aider à déconstruire aussi ce mythe-là que tous les gays sont flamboyants, que la diversité sexuelle est flamboyante, puis demandent juste de l'attention. Il y en a qui sont super low profile, puis c'est parfait des deux côtés, tu sais. Fait que, comme tantôt, tu parlais de ton apparence qui est pas... Stéréotypée, exactement. Ben c'est ça. Je pense que dans la Pride, il y a plein de gens... moi, je l'ai fait 2-3 fois, on s'est même croisés à un moment donné, dans la parade, le défilé. Oui. Tu sais, puis on n'est pas extravagante, là, nécessairement, là, puis on est de la communauté pareille, tu sais. Fait que je trouve ça le fun de voir qu'il y a de tous les
les genres, puis que les jeunes, surtout, parce que c'est eux qu'il faut le plus éduquer, parce que c'est eux qui vont faire la prochaine génération, les jeunes sont témoins de ça. Ils peuvent voir qu'il y a de tout dans la communauté, que c'est vraiment... La communauté elle-même est diversifiée, fait qu'ils peuvent créer un lien d'appartenance avec plein de gens et trouver un référent, un modèle dans ces gens-là. Exactement, c'est d'enlever les stéréotypes, justement. Mettons, je recule 10 ans en arrière, j'avais pas tant de modèles, puis j'étais comme, ben voyons, si je suis attirée envers les filles, puis j'ai l'air vraiment féminine, ça marche pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir l'air plus gay? Hey, c'est pas drôle. Tu te dis ça, à quel point les stéréotypes et les clichés sont tellement ancrés dans notre société qu'il faudrait que tu aies l'air de quelque chose que t'es pas. Tu sais, comme que les hommes gays soient flamboyants, que les femmes doivent être des butch, mais genre à quel point c'est pas ça, tu sais. Puis juste, mettons, en étant sur YouTube, j'ai tellement des jeunes qui sont comme merci de tu sais, juste d'être toi-même parce que je m'identifie full à toi parce que moi aussi, je suis quand même féminine, puis comme ça empêche aucunement mon orientation sexuelle d'exister. Là. Puis en même temps, avec le temps, on déconstruit ça aussi. Qu'est-ce que de l'air féminin? Qu'est-ce que de l'air masculin? Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a plus de gens qui vont trouver leur place là-dedans parce qu'il y a tellement eu de construction au niveau de la société, de l'apparence d'un homosexuel puis d'une butch, de tout ça, que maintenant, on s'imagine que si on est ça, il faut absolument qu'on ait cette apparence-là. Fait que ça fuck un peu plus aussi les jeunes de dire « Ouais, mais là, moi, je veux pas me raser les cheveux, je veux pas porter... des stretches, je veux pas avoir, je sais pas moi, porter des bermudas trop grands toute ma vie puis des camisoles coupées au ciseau. Ça me tente pas, tu sais. Moi, quand j'étais jeune, une bouche, j'étais ça, tu sais. Puis maintenant, il y en a des bouches qui sont OK, qui ont l'apparence un peu plus masculine selon la société, mettons, mais qui sont pas comme les bouches que je pensais qu'ils étaient quand j'avais 20 ans, là, tu sais. Fait que de plus en plus, je pense que on est capable d'affirmer notre orientation, notre genre, sans nécessairement succomber aux stéréotypes pour que les gens nous comprennent. Qu'est-ce qui est drôle, je trouve, justement, dans ce que tu viens de dire, c'est que moi, depuis que j'ai fait mon coming out, je suis devenue plus féminine. Avant de faire mon coming out, tu sais, je portais vraiment beaucoup, genre, des flannels, des Doc Martens, tu sais, j'étais pas nécessairement masculine, j'ai toujours été plus, I guess, féminine, mais, tu sais, je portais jamais de robe, j'étais toujours habillée en noir, j'étais comme, tu sais, j'étais vraiment... T'étais Marie Gagné. Exactement, exactement. C'est ça. Mais quand j'ai fait mon coming out, mais je me suis comme rendu compte que, comme, mais je voulais quand même rester like in touch with my femininity, puis que la seule raison pourquoi initialement je m'habillais un petit peu plus comme whatever, c'est que j'avais comme l'impression que je voulais renier ma féminité. J'étais comme non, là, comme voyons donc, là, comme je suis pas féminine, je suis pas si, non, là, comme je veux pas me maquiller, je veux pas peindre mes ongles, je veux pas ci, je veux pas ça, blablabla, comme non, moi j'étais une tomboy, là. Alors que comme avec le temps, je me suis rendu compte que dans le fond, non, là, c'était vraiment la féminité qui m'attirait. Je montrais justement à ma copine qui est un peu plus masculine presenting que moi, genre aujourd'hui, et puis je lui montrais des photos de moi lorsque j'étais jeune et elle était comme oh mon Dieu, genre t'es tellement genre plus masculine, puis elle était plus féminine. Donc, elle, lorsqu'elle a fait son coming out, elle a comme renié, genre un peu... Ben, pas renié, mais comme, tu sais, genre, je m'en fous maintenant, là. Ma blonde aussi, c'est ça. Ma blonde était plus féminine... Ben, féminine, c'était encore féminine, mais elle est plus comme physiquement... Masculine presenting. Ouais, mettons. Mais en français, tu dirais quoi? Genre... se présente de manière masculine. Ouais. Mettons, tu sais, à magazine dans la section des hommes. Exactement. Ouais, voilà. Ben, moi aussi, j'étais un peu de même. Ben, là, en ce moment, j'ai mon petit costant. Mais comme dans la vie, tous les jours, à cette heure, je magasine quasiment tout le temps du côté des hommes. Genre, j'achète des petites chemises, je sais pas. Puis avant, t'aurais pas fait ça? Ben, pas vraiment. J'étais vraiment féminine, là. Je portais des talons, des robes, toi, chose, bien à côté. Mais c'est ça, ma blonde, ça portait des belles grandes robes, elle avait ses beaux grands cheveux longs. Maintenant, je me suis rendu compte que c'est un peu un mix des deux, parce que je me sens plus puissante lorsque je porte un suit qu'une robe. Mais il y a une féminité puis une masculinité dans le suit. Ouais, exactement. Ben oui. Fait que, 100%. Puis je me sens vraiment plus sexy, je me sens tellement plus à l'aise en suit. Puis c'est drôle parce que ma copine, alors qu'elle est beaucoup plus genre masculine presenting que moi, si on se base sur la vie de tous les jours, elle est pas like inherently masculine, elle est pas nécessairement genre masculine, mais c'est juste qu'elle s'en fout. Genre, tu sais, elle a juste comme... Je mets qu'est-ce qui est confortable. Genre sweatpants, casquette. Ouais, c'est ça. Genre, whatever. Call it a day. C'est ça. Tu sais, jeans, t-shirt, là, ça finit là. Mais si on sort, elle va porter une robe, puis moi, je vais porter un suit. Ouais. C'est particulier. Ouais. Ouais. Mais je pense que plus ça avance, plus on défait ça. La génération après nous, les Gen Z, là, c'est tellement une belle génération, je trouve, qu'ils enlèvent justement... Les Gen Z, Generation Z. Mais je trouve qu'ils enlèvent vraiment ça, justement, les stéréotypes. Puis juste que les plus petits gars,
ils se mettent du vernis, ils Ben portent oui. des jupes. Je suis comme, oh my God, tu recules 10 ans, t'aurais jamais vu ça. Jamais. Mais à cette heure, c'est rendu normal. Puis là, je vois même l'arrivée avec Jay Dutton en avant de nous. Puis comme c'est un peu le même principe, que c'est quand même une figure masculine au Québec, puis que justement, il a fait des shoots avec des rats puis du vernis. Puis je trouve que c'est tellement important, genre peu importe ton genre, qu'on défasse 100%. ça, tu sais. 100%. Sur ce fut la fin de notre épisode sur la hiérarchie de pression. On a un peu bifurqué ailleurs, comme d'habitude, mais c'est super. C'était vraiment intéressant de t'entendre parler. Merci vraiment, vraiment beaucoup d'être venu. Merci à vous. Puis également, on a une nouvelle tradition au podcast, parce que là, tu es notre première invitée. Vous créez une tradition. Exactement, on crée une tradition avec Ok. toi, c'est que à la sortie du podcast, tu auras le sextoy de ton choix, commandité par Eros. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez un 15% de rabais avec le code RO15 sur tout le site d'Eros. Fait que merci encore, Vanessa, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, j'ai eu bien du fun. Yes, full contente. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Merci, bye bye!